J'ai l'immense plaisir d'inviter mon cher ami Khmeiss Genaoui, président du Conseil des relations internationales, à prendre la parole pour nous présenter le Conseil, ses objectifs et ses ambitions. Sir Khmeiss, vous avez la parole. Monsieur Malte Gaillard, représentant permanent de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur Manfred Grant, membre du Bundestag allemand et du parti CDU, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. Je voudrais d'abord vous remercier tous et toutes, bien sûr, d'avoir répondu à notre invitation ce soir et accepté de prendre part à ces premières journées de réflexion sur le positionnement stratégique de la Tunisie. Je salue la présence parmi nous de M. Manfred Grant, membre du Bundestag en visite de travail en Tunisie, qui nous honore de sa présence à ce dîner d'ouverture. Nous entamons ce soir un exercice exaltant et utile sur la place de notre pays dans le monde, les multiples défis auxquels il continue à faire face après une dizaine d'années de transition tumultueuse et difficile. Alors que nous continuons de nous embourber dans nos difficultés internes, le monde autour de nous poursuit sa mutation à un rythme sans précédent. Nous vivons aujourd'hui des changements rapides et radicaux dans notre espace géostratégique et dans l'ordre mondial, qui vient d'être d'ailleurs souligné par Monsieur le député. L'ordre mondial que nous avons hérité de la fin de la guerre froide. Des tendances lourdes se confirment de jour en jour, mettant progressivement fin à 30 ans de relative stabilité et annonçant un nouveau monde caractérisé par l'émergence de nouveaux pôles, la montée du populisme, la crise de la démocratie libérale représentative, le déclin du multilatéralisme et un regain de plus en plus récurrent à la force comme moyen de règlement des conflits entre les nations. Dans notre voisinage immédiat, les conflits chroniques perdurent et s'intensifient. L'intégration régionale est au minimum. L'Union du Maghreb arabe, notre espace naturel, est pratiquement gelée. Et l'Afrique subsaharienne, notamment la région du Sahel, est de plus en plus le théâtre de coups d'État, d'activités terroristes et source d'instabilité pour toute la région et particulièrement pour la Tunisie. L'Europe, notre premier partenaire économique, est désormais préoccupée par la guerre en Ukraine, un conflit dont on connaît plus ou moins la genèse et les causes, mais dont on ignore l'évolution et l'issue. L'Union européenne, fragilisée par un conflit violent sur le sol européen, se focalise sur son flanc Est et sur les retombées économiques et sécuritaires du conflit plutôt que sur sa stratégie extérieure et particulièrement la politique de voisinage. Une grande partie des ressources prévues dans le cadre de cette politique risque d'ailleurs, et en toute vraisemblance, d'être déviée au renforcement de la sécurité communautaire et à l'effort de reconstruction de l'Ukraine et des pays touchés par la guerre. Plusieurs membres de l'Union européenne font d'ailleurs face à des crises économiques aiguës, des taux d'inflation élevés et se mettent à revoir leur politique de défense et à consacrer des budgets jamais vus depuis la Deuxième Guerre mondiale. La région Moyen-Orient-Afrique du Nord, secouée depuis longtemps par des crises profondes, connaît quant à elle des mutations profondes, caractérisées par un net recul
des États pivots traditionnels, le glissement du leadership régional vers les pays du Golfe et l'émergence d'une nouvelle configuration géostratégique où les pays non arabes, la Turquie, l'Iran et Israël, exercent une influence directe sur les rapports interarabes et la politique intérieure de plusieurs pays arabes. La guerre en Ukraine a en outre consolidé le rôle des pays riches, producteurs d'énergie dans l'échiquier régional, faisant d'eux des acteurs fondamentaux du nouvel ordre régional et des interlocuteurs incontournables des puissances étrangères au niveau de la gestion des crises et des conflits dans la région. Nous vivons donc un moment dangereux où l'équilibre ancien est contesté, le nouveau n'est pas atteint et les risques de nouvelles tensions, de guerre, voire, comme vient de me le dire Monsieur le député, de conflagration sont palpables. Dans un contexte régional et international aussi instable qu'incertain, la Tunisie continue à s'enfoncer dans une crise conjoncturelle et structurelle profonde. Endettement, déficit commercial et budgétaire alarmant, factures énergétiques et alimentaires en constante hausse, crise politique et sociale profonde et taux de chômage record, surtout parmi les jeunes. Enfin, un désintérêt de plus en plus évident de la communauté internationale à l'expérience démocratique tunisienne. Face à la complexité de l'environnement international, à la compétition effrénée entre les nations et au risque réel de marginalisation qu'encourent les pays instables et peu enclins au changement, la Tunisie est appelée à reconsidérer profondément et urgemment ses politiques intérieures, la manière et le rythme avec lesquels elle appréhende sa transition et son action à l'extérieur. Elle devra d'abord se doter d'une vision stratégique, à moyen et à long terme, et entamer sans plus tarder une évaluation globale des expériences passées, relever les points forts et les faiblesses des politiques suivies, et procéder à une révision totale de son approche de développement, en libérant les énergies des jeunes, en s'ouvrant davantage sur le monde, en désenclavant les régions intérieures et en encourageant les réformes à tous les niveaux. Non seulement nous devons revoir notre système d'éducation, mais aussi procéder à la refonte totale de nos lois pour contenir le rôle de l'État dans sa fonction sociale et régalienne et favoriser l'initiative privée, l'ouverture et l'intégration de l'économie nationale dans l'économie mondiale, l'encouragement de l'innovation et la modernisation de l'infrastructure. Aucune véritable relance de notre action économique à l'extérieur n'est possible sans la révision de la réglementation de change et des lois régissant les activités de nos entreprises à l'étranger, et sans une restructuration sérieuse de notre présence diplomatique dans le monde. Une meilleure coordination des institutions de promotion et d'encadrement de nos opérateurs sur le marché extérieur sous une seule autorité est aussi nécessaire. Deuxièmement, le pays doit en outre se doter d'une capacité de veille pour mieux suivre et cerner les changements rapides que connaît le monde, les mutations dans notre environnement régional et l'émergence de nouveaux pôles politiques, économiques et technologiques sur la scène mondiale. Un suivi rapproché de l'évolution de la chaîne des valeurs et une évaluation continue des avantages comparatifs dont dispose encore l'économie tunisienne par rapport aux pays concurrents permettront de jeter les bases à une véritable relance de notre positionnement à l'échelle régionale et internationale. Bref, pour un meilleur positionnement stratégique, nous devons tenir compte des données de base de la géopolitique, à savoir la géographie, l'histoire et nos intérêts économiques et sécuritaires, mais il est aussi impératif de repenser le modèle de développement, d'entamer un effort tout azimut de reconstruction du pays
et d'œuvrer pour renforcer les institutions sérieusement secouées par 12 ans de mauvaise gouvernance, d'hésitation et de débats idéologiques stériles. Dans cet effort de repositionnement stratégique, la Tunisie dispose d'atouts indéniables qu'il conviendrait d'identifier, consolider et mobiliser afin que le pays reprenne la place qui lui sied au double plan régional et international. Les transitions en cours, politiques, écologiques, numériques et démocratiques, représentent autant de défis que d'opportunités pour notre pays. Il faudrait éliminer au maximum les menaces et saisir les opportunités pour reprendre notre place sur la scène internationale et poursuivre la construction d'un État de droit démocratique au service de tous les Tunisiens. Nos journées de réflexion, animées par des personnalités et experts de renom dans leur domaine, ayant une expérience confirmée, devront déboucher sur une feuille de route détaillée avec un programme de travail s'étalant sur plusieurs mois. Elles offriront l'opportunité tout au long des 2 prochaines journées de débattre des conditions d'un meilleur positionnement géostratégique de notre pays. D'un point de vue géopolitique, devrons-nous changer d'orientation stratégique, comme l'affirment certains Tunisiens, pour nous rapprocher des pôles et puissances montantes, ou doit-on raffermir davantage nos rapports avec nos partenaires traditionnels proches et lointains? Comment relancer le projet maghrébin? Quid de l'état du monde arabe aujourd'hui? Quelle approche adopter pour renforcer notre présence sur le continent africain? Que faire pour relancer notre économie et quels sont les secteurs prioritaires? Bref, comment reconstruire le pays et dans quelles conditions pour mieux le positionner au plan international? La Tunisie appartient à une région sévèrement touchée par les changements climatiques. L'ONG Greenpeace affirme dans une étude publiée en septembre dernier que la région MENA se réchauffe à un rythme 2 fois supérieur à la moyenne mondiale. Elle fait face à un risque très élevé de pénurie d'eau et de nourriture. Un panel spécial sera consacré à la problématique de l'énergie, l'eau et le changement climatique. Je rentre d'un séminaire organisé à Abu Dhabi où John Kerry, l'envoyé spécial du président Biden pour le climat, a indiqué que les 7 plus grandes banques américaines ont annoncé la mobilisation d'un montant de 4,3 trillions de dollars pour financer des projets bancables liés au climat. Les USA semblent décidés à associer les institutions financières multilatérales à cet effort en mettant à la disposition des pays en développement des crédits à des taux préférentiels pour financer la recherche-développement dans les secteurs non polluants, l'innovation technologique et la promotion des économies vertes et bleues. Comment faire pour que la Tunisie, pays profondément affecté par les changements climatiques, soit un pays pionnier dans ce domaine en tirant profit de la technologie et des financements prévus dans ce secteur? Enfin, il est difficile de songer à un repositionnement stratégique sans prendre en considération les menaces sécuritaires sur notre pays. Des menaces connues, certes, telles que le terrorisme, le crime organisé, mais aussi de nouvelles menaces, qu'elles soient cybernétiques, environnementales ou informationnelles. Un panel sera animé par des anciens officiers, parmi les meilleurs que compte notre pays, traitera de cette question et surtout de la situation dans le voisinage immédiat de la Tunisie, au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Chers amis, nous veillerons au sein du Conseil tunisien des relations internationales, un jeune think tank qui a été créé il y a juste une année, nous veillerons avec votre appui précieux à assurer le suivi des conclusions de ces journées de réflexion. Nous comptons organiser au cours des prochains mois d'autres journées, workshops et tables rondes pour poursuivre la réflexion et aboutir à l'élaboration de documents sectoriels, thématiques, de policy papers et de recommandations pratiques pour mieux cerner les points forts et les vulnérabilités de notre pays et contribuer ainsi au débat national sur l'indispensable relance rapide de notre économie, de notre diplomatie, de notre redéploiement à l'extérieur.
C'est donc un travail extrêmement important que nous entamons ce soir avec la conférence de Sir Abdelaziz Qasm, que je remercie ici vivement pour sa présence et sa contribution sur l'apport de la culture comme levier stratégique. Nous comptons sur votre engagement pour mener ce projet à bon port. Je suggère qu'à la fin de ces journées de réflexion, nous constituions un comité d'orientation pour présider au suivi de nos travaux et sensibiliser l'opinion tunisienne et les pouvoirs publics à l'importance des conclusions auxquelles nous allons aboutir. Enfin, et avant de conclure, je voudrais remercier vivement la Fondation Konrad Adenauer et particulièrement M. Malte Geyer pour son soutien précieux dans l'organisation de notre événement. J'espère que cette collaboration continue à la satisfaction des deux parties. Un grand merci aussi aux membres du Conseil d'orientation stratégique du Conseil tunisien de relations internationales qui a fait un rôle très important dans les préparations de ces journées. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein de succès à nos travaux demain et après-demain.